Bonjour à tous, merci de nous suivre ce dimanche 8 avril, vous êtes sur RTI 1. À Paris, pour le Forum mondial de l'OCDE sur le développement, le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique partage l'expérience de la Côte d'Ivoire, notamment en matière de politique nationale de la jeunesse. L'autorité nationale de régulation des marchés publics implique les journalistes. Elle a réuni une cinquantaine d'hommes de médias pour discuter du rôle et de la responsabilité de la presse dans le renforcement de la bonne gouvernance dans les marchés publics. 7,9 millions de Hongrois sont appelés à prendre part au scrutin législatif. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Le Premier ministre sortant Viktor Orban fait figure de large favori pour remporter un troisième mandat d'affilée et consolider son pouvoir. Bienvenue dans le journal de 13h. Les tout premiers sénateurs ivoiriens ont été élus le 24 mars dernier. Le président du Sénat, lui, a été élu le 5 avril. Et la rentrée solennelle de l'institution se fera le 12 avril prochain. Le Sénat, c'est une première en Côte d'Ivoire. Quel est donc le rôle du sénateur? Comment va fonctionner l'institution? Et quelles sont ses missions? Que gagne la Côte d'Ivoire à avoir un Sénat? Des questions au cœur du magazine de ce dimanche. Nous en discutons avec Marius Ondri Kofi, secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Bonjour, monsieur Ondri. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve tout de suite après l'actualité. À Paris, le Forum mondial de l'OCDE sur le développement a refermé ses portes. Il a été consacré aux problématiques de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. La Côte d'Ivoire a été félicitée pour sa politique nationale de la jeunesse et encouragée à continuer dans cette dynamique. Amadou Ouattara. Tenu en France, le Forum mondial de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, sur le développement pour 2018 a fermé ses portes. Ce forum a été une opportunité de partage d'expériences pour les participants. 2 jours durant, des échanges B2B pour planifier des projets de collaboration ainsi que des entretiens entre entités ministérielles en vue d'initier des partenariats gagnant-gagnant ont constitué l'essentiel des différentes audiences de la délégation ivoirienne. Délégation conduite par Sidi Temoko Touré. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a rencontré successivement son homologue togolais et le directeur du centre de développement de l'OCDE. Sont attendues des actions concrètes pour aider la jeunesse africaine à être plus entreprenante, autonome surtout et davantage responsable. Monsieur le ministre a très bien relevé l'importance de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, c'est 77% qui ont moins de 35 ans. Et il a également relevé le fait que la Côte d'Ivoire est dans le processus d'élaboration d'une politique intégrée avec des approches nouvelles, tenant compte du diagnostic qui est fait. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant que nous avons, au Togo, nous devons copier. Donc, on doit avoir des modèles, des mécanismes qui nous permettent de suivre, mais aussi de mesurer les efforts qui sont faits pour l'insertion des réussites des jeunes. La même chose par rapport au développement des chaînes de valeur agricoles. Le Togo est en train de faire une belle expérience dans ce domaine, pour voir comment on peut insérer le maximum de jeunes sur les différentes chaînes de valeur agricoles. Et je pense que c'est des expériences réussies que nous pouvons partager avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a constitué un terrain dans lequel commencer à tester les analyses et les propositions de politique. Pour nous, la coopération avec le pays, elle date de quelques années. Maintenant, elle est extraordinairement fructueuse. La Côte d'Ivoire, elle est de plus en plus un des acteurs principaux dans le débat sur le développement qu'on a conduit au centre de développement. Sidi Touré affirme que cette mission a été très positive et les retombées seront bénéfiques pour la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse constitue une réelle préoccupation pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui encourage toutes les initiatives visant à rendre plus efficace la politique nationale de la jeunesse. Ces différents partages à travers un cadre de coopération que nous allons incessamment mettre en place, et pour le bonheur de nos jeunes d'ailleurs. Et donc je sors véritablement satisfait et nous attendons avec impatience les autres étapes
qui vont concourir à la mise en place de ces différents dispositifs que nous aurons réfléchi au niveau sous-régional. Trouver des solutions pour la jeunesse ivoirienne, c'est dans cette optique que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique participera à la 2e édition du Forum African Dream. Objectif, attirer des entreprises en Côte d'Ivoire afin de créer de réelles opportunités d'emploi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut adapter les services numériques proposés aux usagers. L'Agence nationale du service universel des télécommunications et les professionnels du secteur se sont réunis afin de plancher sur la question. En première ligne, la formation d'experts compétents et l'installation du digital dans tous les secteurs d'activité. Lanciné Bakayoko. La transformation numérique désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. Aujourd'hui, le défi est de placer le citoyen au cœur de cette transformation, un chantier sur lequel la Côte d'Ivoire est bien engagée. Nous vulgarisons, nous démocratisons, nous faisons en sorte que les citoyens lambda, partout où ils se trouvent sur le territoire national, puissent avoir accès à ces technologies, soient formés pour en profiter de la meilleure façon. Et maintenant, ce que nous attendons des populations, c'est qu'elles adhèrent à cela, c'est qu'elles viennent, c'est qu'elles rejoignent le train qui est en train de passer. Témoignage de la détermination du gouvernement, le projet de réalisation d'une ligne de fibre optique de 7000 km pour un investissement de 107 milliards de francs CFA. L'infrastructure servira entre autres de support de transmission au débit aux opérateurs de téléphonie ainsi qu'aux fournisseurs d'accès Internet, une mine d'or pour les entrepreneurs ivoiriens. Imaginez qu'un jeune ivoirien crée une application qui sera achetée à $1 par chaque citoyen africain. Parce que c'est une solution qui nous arrange, qui est une solution à nos problèmes. Okay. Et il va être milliardaire. L'Agence nationale du service universel, ensuite, initiatrice de ces échanges qu'elle voudrait périodiques, en a profité pour inaugurer son centre de test accrédité, un atelier destiné à offrir essentiellement des formations aux particuliers ainsi qu'aux organisations des secteurs publics et privés. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a réuni à Yamoussoukro une 50aine de journalistes dans le cadre d'une formation sur le fonctionnement des marchés publics. Ils ont discuté autour du rôle et de la responsabilité de la presse dans le renforcement de la bonne gouvernance dans les marchés publics. Jean-Luc Bangbo. La bonne gouvernance dans les marchés publics, une autre bastille à prendre pour la presse ivoirienne. C'est par cette image que le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics résume cette formation dispensée aux journalistes à Yamoussoukro. Un défi qui ne peut être relevé que par la mise à leur disposition d'outils adéquats. Il n'est pas rare que soient portés devant la presse certains dossiers. Pour les analyser donc, il faut qu'ils aient un repère, qu'ils sachent les critères qu'il faut prendre pour apprécier les décisions rendues. Quand la presse n'a pas accès à l'information, à la bonne information, elle fait avec. Et quand elle fait avec, il y a des dérapages. L'importance de la régulation dans les marchés publics, estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA pour assurer la bonne gouvernance, mais également la nécessité de collaborer avec la presse en lui donnant l'information juste. Une initiative que salue le président du Conseil national de la presse. Tout ce qui est formation, renforcement de capacités, c'est toujours bien à prendre, et surtout quand il s'agit de la presse. Donc c'est un séminaire qui vient à son heure. Et donc ce que nous attendons, c'est que les journalistes sortent en tout cas de cette formation en ayant reçu les rudiments de ce qu'il faut posséder en tout cas pour intervenir dans ce secteur, pour intervenir dans ce domaine. Une formation qui vient à point nommé pour les médias qui sont appelés à jouer leur partition dans le processus de démocratisation du débat sur les marchés publics. La question de la gouvernance est une préoccupation majeure pour le gouvernement et donc nous devons accompagner le gouvernement ivoirien dans sa communication sur ces efforts-là. Il faut communiquer juste, il faut communiquer sur les enjeux, il faut expliquer. Je pense que c'est une opportunité pour nous tous, pour le CICG, d'apprendre afin de mieux communiquer et mieux accompagner le gouvernement. Nous connaissons déjà notre rôle en tant que journaliste. Notre rôle, c'est de donner la bonne information, d'expliquer ce que les autres ne comprennent pas souvent, mais aussi et surtout, nous attendons nous-mêmes d'avoir accès à la bonne information. Parce qu'on ne peut transmettre
que l'information que nous avons. Chargée de la régulation du système des marchés publics, l'autorité a formé depuis son installation plus de 7000 personnes à travers 162 sessions, dont 15 à l'endroit des médias. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a entrepris d'expliquer les dispositions de l'annexe fiscale 2018 aux acteurs du secteur privé. Objet de polémique, l'annexe fiscale 2018 a été adoptée en Conseil des ministres, c'était en décembre dernier, avant d'être suspendue puis revisée. Grand Prix élu produits et services de l'année, la 3e édition de cette cérémonie de distinction annuelle a été parrainée par le ministre du Commerce. Il a essentiellement été question de faire de la satisfaction du consommateur une priorité. Nadia Edja et Franck Quadio. Des acclamations pour ces 49 lauréats du label Grand Prix élu produits et services de l'année par les consommateurs. Un trophée chacun et une attestation de certification évaluée sur le rapport qualité-prix, la satisfaction et l'attractivité. Chaque produit par catégorie a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. Ces produits ont été passés au crible par les consommateurs à travers une enquête terrain dans 12 villes du pays, un sondage en ligne et un comité éthique. Pour les organisateurs, ce prix se positionne comme une référence. C'est un outil efficace et concret pour lutter contre les produits de mauvaise qualité, pour lutter contre la vie chère et pour rehausser les produits ivoiriens commercialisés en Côte d'Ivoire et bien sûr par détachement des produits made in Côte d'Ivoire. Levier de croissance et garantie de la qualité du produit, ce label est jugé par entreprises et consommateurs. Ce prix est un prix de consécration. Lorsque vous êtes reconnu, ça incite ceux qui n'ont pas confiance en vous à avoir confiance en vous. Il protège les intérêts physiques qui concernent la qualité des produits et donc, in fine, notre santé en tant que consommateur. Le ministre du Commerce, également parrain de la cérémonie, a encouragé cette initiative. Je vous invite donc à persévérer dans cet effort qui devrait, de ce fait, être perçu comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité dans vos domaines respectifs, en toutes circonstances, et ainsi contribuer à l'amélioration de vos performances économiques. Cette 3e édition a enregistré environ 500 candidatures contre 80 enregistrées l'année dernière, un franc succès selon les initiateurs. Le marché du vin se porte très bien en Côte d'Ivoire. Il s'en consomme près de 50 millions de litres chaque année. C'est autant de bouteilles vendues dans les grandes surfaces, boutiques spécialisées et caves de quartier. On en dénombre une centaine de variétés sur le marché avec des prix d'entrée de gamme. De quoi faire du vin un produit de plus en plus prisé des Ivoiriens, surtout en période de fête. Didier Nguesson et Christelle Menant. Mousseux ou tranquille, moelleux ou sec, rouge, rosé ou blanc, près de 50 millions de litres de vin sont consommés chaque année en Côte d'Ivoire. C'est environ 2 bouteilles par habitant. Une consommation qui place la Côte d'Ivoire au rang de 2e plus gros importateur de vin en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria et devant le Sénégal. C'est généralement dans les caves que les amateurs de vin se retrouvent pour des after-work. Ces rendez-vous de début de soirée font des caves des lieux de consommation privilégiés. C'est le meilleur dans la consommation, entre guillemets, par rapport à d'autres produits. À notre âge, maintenant, c'est le vin qu'il faut. 500, 1000 ou 2000 francs la brique ou la bouteille de vin, autant de variétés, des grands crus au vin de table, pour autant de bourses. De tous, c'est le vin rouge qui est le plus prisé. Il représente plus de 9 commandes sur 10. Ces vins bouchés, comme on les appelle ici, proviennent de l'étranger, notamment de l'Europe. Le marché ivoirien est essentiellement ravitaillé, via des importateurs locaux, par des vignobles espagnols et français. L'un de ces fournisseurs vient régulièrement à Abidjan. Objectif, fidéliser la clientèle. En Côte d'Ivoire, je représente une grosse dizaine de propriétés. Je me suis positionné dès le départ sur des vins de milieu et de haut de gamme. On parle d'environ 25 000 bouteilles par an. Le principal importateur ivoirien est un acteur de la grande distribution. Il revend près de 7 sur 10 bouteilles de vin consommées en Côte d'Ivoire. Maîtriser la chaîne de distribution est une des clés pour développer des parts de marché. Vous avez des boutiques spécialisées. Après, vous avez toute une distribution directe
qui va aller s'adresser à la restauration, aux bars, aux boîtes de nuit qui vendent du vin. Nous avons ce qu'on va appeler des tierces, des intermédiaires, qui sont des grossistes ou des semi-grossistes, qui vont être, par exemple, typiquement un dépositaire, à qui on va livrer en gros et qui vont, eux, redistribuer sur l'ensemble des petits points de vente dans le pays. L'importateur organise chaque année, depuis plus de 15 ans, une foire au vin, avec des séances de dégustation. Je vous donne un peu de rosé. Un peu aigre. C'est ce que j'ai remarqué. Il n'agresse pas. Ouais, il n'agresse pas le palais. Un peu aigre quand même. Une approche commerciale qui conforte sa position de leader sur le marché du vin en Côte d'Ivoire. Il détient 65% des quelques 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires que génère le secteur. À côté de ce magnum, d'autres importateurs plus modestes se positionnent tout de même. Ils sont le chaînon au-dessus des grossistes avant les consommateurs finaux. La stratégie d'abord, c'est d'avoir fait cette cave de façon moderne. Nous faisons des corbeilles pendant les fêtes et nous faisons des promos, des petits mini-foires entre guillemets, pour que les personnes puissent déguster et connaître le vin. Les petits importateurs représentent près de 35% du marché des vins bouchés. Grâce à la proximité des caves et à des prix d'entrée de gamme, ces importateurs entendent vulgariser le vin et contredire l'idée selon laquelle il serait un produit de luxe. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays producteur de vin, mais une partie du vin consommé par la population est reconditionnée sur place à partir de vins importés en vrac. 3 entreprises exercent sur ce créneau. L'une d'entre elles est installée dans cette zone industrielle du district d'Abidjan. On y fabrique du vin à l'air libre, entre poussière et humidité. Tout le contraire de sa promesse d'hygiène inscrite sur le produit fini. Le conditionnement à l'abri de l'air et de la lumière est la garantie d'une parfaite conservation. Le breuvage obtenu sera conditionné en carton ou dans des bouteilles plastiques avant d'inonder les caves et autres commerces à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les bouteilles en verre sur ces images sont aussi celles d'un vin, célèbre sur le marché ivoirien. C'est de la contrefaçon. Cette usine produit au quotidien 50 000 litres de vin et jusqu'à 100 000 litres par jour, en période de fête, selon un employé de l'usine resté anonyme. C'est près d'un tiers de la consommation nationale. Une pratique illégale et dangereuse qui prospère devant une forte demande. Le vin et les Ivoiriens, c'est une histoire d'amour qui dure. Il continue de séduire hommes et femmes, quelle que soit sa robe et son effervescence. La 14e opération Grand Ménage a eu lieu ce samedi dans la commune d'Atekoubé. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a sensibilisé les commerçants, notamment ceux installés de façon anarchique sur les trottoirs et les chaussées. Grâce Kando. Canaux d'évacuation d'eau usée occupés par les commerçants de matériaux de construction. C'est pas ton problème, ça coûte des millions, des centaines de millions. Et ce que toi tu gagnes là, c'est vrai, c'est ton gagne-pain. Mais ce que tu fais là comme ça, c'est l'argent, ton argent est dedans aussi. Vendeurs de pneus usagés sur le trottoir et la chaussée. Installation anarchique de tout type de commerce. La scène se déroule dans la commune d'Atekoubé. La 14e édition de l'opération Grand Ménage sert de prétexte, une fois de plus, à la ministre Anne-Désirée Ouloto pour sensibiliser la population sur les gestes éco-citoyens. Au fur et à mesure que le temps avance, les populations s'approprient progressivement ce mécanisme et ce concept. C'est un programme nouveau qui travaille au changement de comportement et de mentalité des populations. Les opérations que nous menons ne doivent pas être des opérations ponctuelles. Elles doivent être durables. Et pour qu'elles soient durables, il faut qu'on obtienne l'engagement de tous. Il nous appartient de faire changer durablement les comportements et changer les réflexes, lutter contre l'incivilité. Et c'est ce que nous allons poursuivre avec plus de force et de vigueur. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel, nous avons reçu l'appui institutionnel du gouvernement. Il nous appartient de continuer à agir pour que le message soit culturel. Un message que différents mouvements et associations de la commune d'Atekoubé comptent mettre en pratique. Atekoubé, quand une femme fait aujourd'hui qu'on dit il faut prendre, il sait de faire des histoires avec nous. On a pris l'engagement en s'associer les femmes, en s'associer les jeunes pour que nous aider pour faire la commune propre. Il est maintenant question
que dans nos églises, dans nos mosquées, nous puissions sensibiliser, motiver, encourager nos fidèles. Tous les samedis soirs, nous pouvons assainir autour de nos églises. Tous les jeudis soirs, les musulmans peuvent assainir autour de leurs mosquées. Nous chrétiens, nous musulmans, aujourd'hui, en tant que porte-parole, nous prenons l'engagement d'adopter vraiment ce projet. Pour pérenniser l'action, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, veiller au maintien de la propriété dans la commune. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa, le centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra a été inauguré. Le gouvernement ivoirien fait ainsi un pas de plus dans sa politique de rapprochement des services de protection civile dans les régions. L'objectif premier est d'être en mesure d'apporter une assistance urgente aux populations. Ngana Konaté. Entièrement financé par le Conseil régional du Haut-Sassandra à hauteur de 316 millions de francs CFA, le centre de secours d'urgence de Daloa est doté de 71 pompiers civils dont la mission est de lutter contre les feux de brousse, les incendies et transporter les blessés des accidents de la circulation dans les hôpitaux. L'avènement de cette section de l'Office national de la protection civile est salué par le président du Conseil régional du Haut-Sassandra. Nul ne sait quand est-ce qu'un accident de la circulation avec beaucoup de dégâts se produirait. Nul ne sait quand est-ce que dans un foyer, une ménagère, par inadvertance, mettra le feu à sa résidence. L'ouvrage que nous allons officiellement inaugurer va permettre d'accroître efficacement les moyens d'une prompte réaction pour sauver des vies humaines et des biens face aux accidents, incendies et périls divers auxquels nos populations sont régulièrement confrontées. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis une ambulance et un camion-citerne pour renforcer les capacités d'intervention des sapeurs-pompiers. Sidiki Diakité a salué l'action remarquable des pompiers civils qui consiste à prendre en charge la protection des personnes, des biens et de l'environnement. À vous, soldats du feu, je voudrais vous féliciter pour le travail qui est déjà accompli. Le gouvernement ne souhaite plus que des personnes en situation de détresse n'aient aucun recours autour d'elles. Le gouvernement ne souhaite plus que les inondations que nous vivons chaque jour fassent encore des victimes. Depuis fort longtemps, les sapeurs-pompiers ne sont pas à Daloa. Et Dieu nous a aidés, on a reçu ces gens pour nous aider, je suis très content. Le marché de Daloa a une fois été brûlé. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Yamsokro pour venir éteindre ce feu. Donc aujourd'hui, s'il y a un centre de ce genre à Daloa, ça nous fait plaisir. Des exercices de simulation ont meublé la cérémonie officielle d'inauguration du centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra qui dessert 7 communes et près d'1 500 000 habitants. L'ONG Ouka Demain fait des dons de vivres à plusieurs cantons du département de Boaké. Une action sociale en cette période où tous ces villages voient le retour massif de leurs ressortissants des zones forestières pour des vacances. Une période festive dans cette zone du pays. Kader Sogodogo. La caravane de solidarité de l'ONG Ouka Demain à la rencontre des cantons du département de Boaké. En cette période de l'année, ces cantons connaissent un retour massif des populations parties très loin à la recherche de terres cultivables. Après la vente des récoltes, des vacances au village sont envisagées. Certains n'ont pas eu beaucoup de chance avec la mévente des productions agricoles. Ils bénéficient de la solidarité de l'ONG Ouka Demain et de son président Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre. 10 bœufs, des dons en numéraire dans les cantons d'Ongossan, Dranois, Pépressou et Fari. C'est dans la dynamique de renforcer les liens entre les fils de Boaké et de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de montrer combien nous sommes tous intéressés par ce qui concerne toutes les populations. Des dons accueillis avec joie par les populations. Le président fait beaucoup pour nous. C'est symbolique. La caravane de solidarité de l'ONG Ouka Demain est à sa 4e édition. Le marché international des jeunes créateurs d'Abidjan, lui, est à sa 3e édition. C'est une plateforme réservée aux jeunes talents. Elle leur permet de faire des rencontres, de nouer des partenariats et de surtout se former. L'année dernière, la formation était axée sur le théâtre et la danse contemporaine. Cette année, c'est l'humour qui a été choisi. Franck Quadio.
Dans les rues de Cocody, ambiance carnavalesque. Sur l'asphalte, des artistes et créateurs confirmés ou en devenir, heureux de prendre part à ce marché international Jeunes Créateurs d'Abidjan. Le Mishka est à sa 3e édition. C'est une plateforme pour mieux ouvrir sur le monde, mais surtout pour apprendre. Hormis le massage, il y a quand même des jeunes qui font beaucoup d'efforts en termes de création, dans la qualité et surtout dans la motivation aussi. Donc nous on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse pour créer une plateforme qui est consacrée aux plus jeunes et aussi aux créations qui n'ont pas la chance vraiment d'être retenues pour le Massa. L'édition dernière était consacrée à la danse contemporaine et au théâtre. Cette année, c'est l'humour. Plusieurs modules pour échanger sur différentes sensibilités. En termes d'humour, le genre est une véritable école selon le formateur venu de France. J'en échange sur des techniques d'écriture propres à l'humour. Notamment la forme stand-up, donc comment écrire des vannes, étudier un peu les architectures de vannes qui existent. Aujourd'hui, l'humour, ce qu'on voit un peu partout dans le monde, mais aussi en Afrique, c'est qu'on essaye, l'artiste de stand-up essaye d'avoir toutes les 10-15 secondes une vanne qui tombe, d'avoir un rire déclenché toutes les 15-20 secondes, pour avoir vraiment quelque chose de très rythmé. Et c'est vers ça qu'on essaye d'aller. Ils seront plusieurs, dont Hilarion, à prendre part à ces séances pratiques. Pour lui, s'adapter aux standards internationaux a son importance, même en humour. Nous sommes 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi que 18 millions font des blagues quand ils sont entre copains. Voilà, donc c'est pouvoir faire la différence entre ces personnes aussi qui font des blagues au quartier et tout ça. Pour nous qui avons embrassé le métier, il est important que nous puissions mettre d'autres outils dans la création, dans la créativité même de nos spectacles et tout ça, pour que demain, sur des scènes européennes, sur d'autres échelons, nous puissions aussi être représentatifs. Des ateliers, comme celui réservé au circuit de distribution, mais aussi des spectacles à grand public, avec comme cible privilégiée les enfants. Direction Kondé-Yaokro, village de Tisserand, à 5 km de Tiébissou. Il a été question de l'identité et de l'origine du peuple Gbomi, sous-groupe du peuple Baoulé. Alain Essoa et Léon Brou. Le Goli en attraction à Kondé-Yaokro. Cette danse pour imprégner ceux des fils et filles de ce village situé à 5 km de Tiébissou dans la culture de leur terroir. Ici, comme à Bomizambo, l'autre village du Gbomi, le tissage reste la principale activité économique. La tribu composée de ces deux villages se réclame même dépositaire du pain baoulé. Il faut que nous soyons francs. Les gourous sont allés apprendre à tisser au nord. Et nous, dans les années 1800, nous sommes allés en pays gourou apprendre à tisser. D'où vient le peuple Gbomi? Depuis quand s'est-il établi en Côte d'Ivoire? Question des membres de la diaspora à leurs parents. Pour répondre, le chef de la tribu, à l'appui de son invité, l'ex-ministre Noël Yao. Les universitaires ivoiriens qui ont expliqué le peuplement des Baoulés nous ont expliqué qu'au moment où la reine Abla Pokou est arrivée sur la terre, ce qu'on appelle maintenant la Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Gbomi qui l'a accueilli. L'identité du peuple Gbomi révélée, le conférencier, par ailleurs parrain des dites retrouvailles, fait fils de cette tribu. Suivront les concertations pour dégager les pistes pour booster le développement de Kondé-Yaokro. Résolution phare, redynamisation de la mutuelle dont le président entend faire de la cohésion et la solidarité les maîtres mots de son mandat. Déjà en place, eau potable, électricité, école, centre de santé et bien d'autres infrastructures de base. Kondé-Yaokro peut donc déjà se targuer d'être village moderne. Dans l'actualité internationale, le scrutin législatif en Hongrie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin. Le Premier ministre sortant, Viktor Orban, fait figure de large favori pour remporter un 3e mandat d'affilée et consolider son pouvoir. Quelques 7,9 millions de Hongrois sont appelés à prendre part à ce scrutin. Les premières projections ne seront connues que plus tard dans la soirée. Ici en Côte d'Ivoire, un communiqué du Sénat dont je vous donne lecture.
Monsieur Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session du Sénat qui se tiendra le jeudi 12 avril 2018 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. C'est signé son Excellence Monsieur Jano Aoussou Kouadio. Et la Côte d'Ivoire fait donc l'expérience d'une deuxième chambre parlementaire. Elle a élu les premiers sénateurs de son histoire le 24 mars dernier. L'institution fait donc sa rentrée solennelle le 12 avril. Nous recevons ce dimanche le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, Marius Ondri Kofi. Rebonjour, Monsieur Ondri. Bonjour. Alors, avant d'entamer notre échange, nous allons revenir sur le processus de mise en place du Sénat. Et c'est avec Herman Guivet. 66 sénateurs ivoiriens, élus le 24 mars 2018 par scrutin universel indirect, conseillers régionaux et municipaux, désignés comme grands électeurs, se sont exprimés au moyen des urnes. Pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie en Côte d'Ivoire. Dixit, Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Des mots qui renseignent sur le rôle important qu'il reviendra au Sénat ivoirien de jouer dans le renforcement de la démocratie. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. L'article 87 de la Constitution qui précise également qu'un tiers des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les anciens présidents d'institutions, les anciens premiers ministres, les personnalités et compétences nationales, y compris les Ivoiriens de l'extérieur et des membres de l'opposition politique. Leur mandat est de 5 ans. Dans l'élan de la mise en place du Sénat, les 66 sénateurs élus ont désigné le 5 avril dernier leur président, choix porté sur Aoussou Kouadio Jano, sénateur de la région du Bélier. Le jeudi 12 avril 2018, le premier Sénat ivoirien effectuera sa rentrée solennelle à Yamoussoukro, la capitale politique. Ça y est, les premiers sénateurs ont été élus. C'était un suffrage indirect. Alors dites-nous, Monsieur Ondri, quel est le rôle du sénateur pour l'Ivoirien lambda? Pour l'Ivoirien lambda, on dirait que le rôle du sénateur, c'est de voter la loi. De voter la loi au même titre que le député? Au même titre que le député. C'est un regard nouveau, c'est un regard particulier, c'est un regard technique sur la loi. Quelle est donc la composition du Sénat? Le Sénat est composé au terme de la disposition constitutionnelle de 2 types de personnes. Des personnes élues par un collège électoral spécifique, c'est-à-dire c'est des élus des élus. Pourquoi? Les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, les députés constituent le collège électoral des sénateurs. Voyez-vous? Et il y a un tiers de ces sénateurs qui est nommé par le président de la République. Voilà un peu la composition du Sénat. Ce dernier tiers qui est désigné par le président de la République, quels sont les critères pour en faire partie? Les critères sont simples, ce sont ceux qui ont été prescrits par la Constitution en son article 87. C'est des personnes qui doivent être compétentes dans les domaines politiques, administratifs, professionnels, sportifs. En somme, c'est des personnes qui doivent avoir une certaine maîtrise des questions qui rentrent dans le domaine de la loi, tel que prescrit par l'article 101 de la Constitution. Donc, vous voyez que cela se distingue un peu de ce que nous avons eu l'habitude de connaître. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que tout comme le député, le sénateur vote les lois. Donc, on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'une même personne peut être député et puis être sénateur. Est-ce que dans ce cas-là, il y a cet autre regard qu'on voudrait avoir? Une seule personne ne peut pas être député et sénateur à la fois. Ne peut pas siéger dans les 2 chambres à la fois. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon parlementaire les incompatibilités. Donc, le mandat de député est incompatible avec le mandat de sénateur. Et donc, pour quelqu'un qui était député, qui postule pour être sénateur, il ne peut plus être député.
Voilà ce que je peux dire sur la question. Il faut choisir l'un ou l'autre alors. Absolument. Et comment est-ce que le Sénat va fonctionner concrètement? Le Sénat va fonctionner comme une assemblée parlementaire normale. Le Sénat va se doter d'un règlement au terme des dispositions constitutionnelles. Chaque chambre du Parlement doit se doter d'un règlement. Ensuite, le Sénat va se doter d'un règlement intérieur parce qu'il faut faire la part des choses entre le règlement et le règlement intérieur. Le règlement du Sénat, c'est une norme qui doit être élaborée par les sénateurs et soumise au contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, alors que le règlement intérieur va organiser le fonctionnement interne du Sénat. C'est deux choses différentes et souvent, il y a des amalgames qui sont faits. Il est bon qu'on puisse clarifier cette chose-là. D'accord, c'était là le fonctionnement du Sénat, mais quelles sont ses missions principales? Les missions principales du Sénat, c'est les missions de tout Parlement. Représenter les populations, donc c'est un mandat représentatif d'abord. Ensuite, légiférer, c'est-à-dire voter la loi. Et enfin, contrôler l'action du gouvernement. Donc, c'est cette triptyque-là qui va guider le fonctionnement du Sénat de Côte d'Ivoire, comme tout Sénat dans le monde, comme tout Parlement dans le monde. D'accord. Et on a envie de savoir d'où est-ce qu'est venue cette nécessité de création d'un Sénat. Est-ce que c'est parce que l'Assemblée nationale ne remplissait pas tout son rôle? Pourquoi créer un Sénat aujourd'hui? Si on peut dire que l'Assemblée nationale, c'est parce que l'Assemblée nationale ne remplissait pas son rôle, on dirait exactement la même chose dans tous les parlements du monde. On dirait la même chose en France, on dirait la même chose aux États-Unis. Mais en Côte d'Ivoire essentiellement. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un regard nouveau. Voyez-vous, nous avons une forte diaspora qui se trouve à l'extérieur. Il est bon que cette diaspora qui est appelée à investir dans notre pays, est appelée à contribuer au développement de ce pays, là, puisse avoir son mot à dire. Et avoir son mot à dire au plan économique, c'est bien, mais avoir son mot à dire au niveau des textes qui régissent l'État, c'est encore mieux. Et donc, le président de la République a estimé qu'il fallait faire contribuer ces personnes-là d'une autre façon. Ensuite, il y a les collectivités territoriales. Moi-même, je suis un élu local également. Je suis conseiller régional dans le Sud Comoué. Je connais les problèmes que les populations ont. Et donc, nous avons un regard à jeter sur le fonctionnement de l'État. Et donc, le peuple souverain de Côte d'Ivoire a estimé à un moment de son histoire qu'il fallait un double regard sur le processus législatif en Côte d'Ivoire. De la même façon que le peuple de Côte d'Ivoire a prévu qu'il y ait un président de la République, un conseil constitutionnel, un médiateur de la République. Le peuple de Côte d'Ivoire a décidé qu'il y ait un Sénat et une Assemblée nationale qui vont constituer ensemble le Parlement. Et donc, dans le respect de la norme fondamentale, il était important que ce Sénat puisse naître. Et ce Sénat est né. Il faut laisser le temps aux Ivoiriens de constater ce que le Sénat peut apporter. Ce qu'il peut apporter. Alors, le député vote les lois, le sénateur vote les lois. Vous l'avez dit, le sénateur va apporter un nouveau regard. Mais quelle est donc la différence fondamentale entre l'Assemblée nationale et puis le Sénat? Au plan même de la constitution du Sénat et de l'Assemblée nationale, il y a une différence. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, alors que les membres de l'Assemblée nationale, qu'on appelle les députés, sont élus au suffrage universel direct. Donc, il y a déjà une différence. Mais au niveau même du critère, c'est que nous, les électeurs des sénateurs, nous avons été élus avant. Donc, notre collège électoral est distinct du collège électoral des députés. Mais regardez bien, il n'y a aucune condition particulière pour être éligible au mandat de député, en dehors des conditions prescrites par la loi électorale. Il n'y a pas de conditions techniques. Mais regardez bien, pour le tiers des sénateurs nommés par le président de la République, ils doivent avoir une compétence avérée en matière administrative, en matière politique, en matière professionnelle, en matière sportive. Donc c'est un regard de technicien. C'est un regard de technicien qu'on vient poser sur la loi, qui est regardée par le peuple à travers ses représentants. Regardez les députés, je ne dirais pas, un plombier peut devenir député, un juriste peut devenir député, un économiste peut devenir député, un vendeur je dirais, vraiment c'est la représentation populaire, alors que le sénateur, c'est la représentation technique.
Voilà. Donc c'est la différence entre les députés et les sénateurs. Absolument. Mais donc il y a quand même une relation qu'il va avoir entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une complémentarité? Est-ce que c'est une dualité? Il ne peut pas avoir de dualité. C'est un Parlement qui a 2 chambres. Oui. Et la Constitution, norme fondamentale de l'État de Côte d'Ivoire, prescrit déjà un système de collaboration. Il va s'instaurer une navette entre les 2 chambres dans l'examen des textes. Voyez-vous? La navette, donc, c'est-à-dire que les textes de loi peuvent aller d'une chambre à l'autre. Exactement. Et la décision finale va revenir à laquelle, donc, des 2 chambres? Généralement, on ne parle pas de décision finale parce que, normalement, une fois que les textes sont examinés et votés en des termes identiques, la loi prévaut. Mais lorsqu'il y a conflit, lorsqu'on ne s'entend pas sur les termes, parce que c'est des documents techniques, légiférer, c'est certes politique, mais c'est technique. Il y a même une science qui est consacrée au système législatif qu'on appelle la légistique. Et donc, quand on parle de science, on peut ne pas être d'accord à certains moments. Et donc, la Constitution a prévu qu'en cas de désaccord, on puisse mettre en place une commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, pour examiner le texte. Au cas où on n'a pas encore d'accord, on peut provoquer un congrès. Et au cas où il n'y a pas d'accord, la décision finale va revenir finalement à l'Assemblée nationale à la demande du président de la République. Alors, M. Ndri, il arrive qu'il y ait des lois qui soient urgentes à voter. Oui. Et dans ces cas-là, c'est va-et-vient entre les 2 chambres. Est-ce que pour raccourcir le délai, c'est le cas que vous venez de donner ou bien il y a une autre procédure? Vous savez, la priorité au niveau de l'examen des textes peut être déterminée par le gouvernement. Donc ici, dans notre cas, pas le gouvernement en tant que tel, parce qu'il s'agit d'un pouvoir exécutif qui est confié à une personne, le président de la République. Donc le président de la République peut déterminer l'ordre de priorité des textes. Et donc en cas d'urgence, il y a des procédures qui sont mises en place. Il y a la procédure de discussion immédiate qui peut être mise en œuvre et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc ça peut permettre d'accélérer le processus d'édiction des règles. Dans la procédure normale, dans laquelle des 2 chambres les lois arrivent en premier? En principe, la Constitution permet au texte d'être déposé devant les 2 chambres. Simultanément. Voilà, devant les 2 chambres. Toutefois, il y a des exceptions. Lorsque le texte concerne les collectivités territoriales, l'Assemblée nationale ne peut pas être saisie en premier. Donc, c'est le Sénat qui sera saisi en premier en tant que représentation des collectivités territoriales. Et lorsqu'il s'agit de la loi de finances est déposée en premier devant l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, la rentrée solennelle va se faire le 12 de ce mois, le jeudi donc. Quelle sera la suite? C'est la séance solennelle d'ouverture de la première session du Sénat de Côte d'Ivoire. Il y a certes aujourd'hui une seule session, mais le Sénat n'ayant jamais siégé, c'est un événement. Donc, c'est la toute première session ordinaire que le Sénat va ouvrir. Et donc, je pense que c'est l'opportunité offerte au président du Sénat de donner sa vision du parlementarisme et permettre au peuple de Côte d'Ivoire de comprendre un peu ce que ce Sénat-là fera. Mais après l'ouverture solennelle, on va passer au travail proprement dit. Donc la première des choses à faire, ce sera d'élaborer le règlement du Sénat, ensuite mettre en place une administration du Sénat et prendre le règlement intérieur portant sur l'organisation de fonctionnement du Sénat pour que le Sénat puisse fonctionner. Et après cela, je pense que le processus législatif peut se mettre en branle, le processus de représentation des populations peut se mettre en branle, le processus de contrôle de l'action gouvernementale peut se mettre en branle. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette question. Merci, M. Ndri. Marius Ndri Kofi, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour tous ces éclaircissements concernant le Sénat, concernant aussi l'Assemblée nationale. C'est moi qui remercie la RTI de m'avoir fait participer à cette œuvre liminaire. Le Sénat prend pied. Il est bon que nous puissions ensemble, vous communicateurs et nous du système parlementaire, nous puissions impulser une dynamique nouvelle et qui puisse permettre au Parlement de Côte d'Ivoire d'écrire ses lettres de noblesse. Merci, M. Ndri. Merci à tous de nous avoir suivis et passez un très très bon dimanche.